Pour commencer, je vais donner la parole à Michel Lusseau, que je vais présenter très, très succinctement et que je remercie vivement d'avoir accepté de donner la conférence inaugurale de ce colloque. Michel Lusseau est géographe de formation. Il a été pendant un certain nombre d'années maître de conférences à Tours, puis professeur des universités à l'École normale supérieure de Lyon. Il est spécialiste de géographie urbaine. On lui doit, entre autres ouvrages, L'homme spatial, qui est paru en 2007. Enfin, c'est le premier livre que j'ai lu de vous. En 2009, paraît De la lutte des classes à la lutte des places, que j'avais particulièrement apprécié. En 2013, paraît au Seuil L'avènement du monde, essai sur l'habitation humaine de la Terre. En 2017, paraît Hyperlieux, les nouvelles géographies de la mondialisation. Et puis, je cite également, mais j'en passe, je cite également en 2020, Chronique de géo virale. Afin de pouvoir amplifier le champ des recherches portant sur l'Anthropocène, qui exige une véritable interdisciplinarité, Michel Lusseau a créé en 2017 l'École urbaine de Lyon, qui est ce qu'on appelle un institut de convergence, et il dirige désormais cette école. Les objectifs de l'école urbaine ne se limitent pas au champ de la recherche scientifique ni au champ de la pédagogie. Il s'agit aussi pour cette institution d'accompagner les mutations politiques, écologiques et économiques des sociétés à l'échelle planétaire. Donc je vais vous laisser la parole. Merci Daniel. Merci Daniel, chers collègues, chers étudiants, bonjour. Merci de me donner la parole pour cette conférence d'ouverture dans laquelle je vais vous proposer de réfléchir à quelques images ordinaires du monde urbanisé anthropocène. Une conférence qui sera peut-être un peu flottante et décousue, mais que j'ai voulu comme telle, estimant que dans les session, vous allez ensuite aborder de façon beaucoup plus carrée et beaucoup plus frontale les problématiques qui vous intéressent pendant ces 2 jours. Revenons peut-être quand même rapidement à la question de l'Anthropocène. C'est un mot qui fait couler beaucoup d'encre et la caractéristique de notre travail à l'École urbaine de Lyon, c'est qu'en réalité, nous n'essayons pas de trouver une définition pure et parfaite parce que ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le fait que l'Anthropocène est un mot qui est en soi une plateforme de créativité scientifique. En tout cas, potentiellement, c'est comme ça que nous le prenons. Donc, nous avons une définition assez extensive. Nous n'en faisons pas une période géologique, comme certains voudraient le démontrer, mais plutôt un moment historique, un moment particulier dans l'histoire, qui est le moment contemporain, moment lors duquel nous prenons conscience, nous, êtres humains en société, nous prenons conscience de plus en plus, alors pas tout le monde à la même vitesse, mais nous prenons conscience de l'impact des activités humaines sur les systèmes biophysiques. Et un impact qui est un impact assez particulier, puisque c'est un impact sur des systèmes biophysiques, qui est un impact global, bien sûr, d'où le nom de changement global, pour caractériser les résultats de ces forçages des systèmes biophysiques planétaires par les impacts des activités humaines. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet impact, il est en fait synchrone à toutes les échelles. Cet impact peut se lire à toutes les échelles en même temps. C'est aussi une des caractéristiques du changement global, c'est qu'il est global parce qu'il y a une sorte de logique d'englobement qui existe, mais en réalité, les manifestations, mais aussi les vectorisations de ces impacts sont à la fois mondiales et locales, si l'on peut dire, et cela synchroniquement. Toutes les échelles fonctionnent synchroniquement. C'est ce que j'appelle l'hyperscalarité dans
dans mon vocabulaire. Hein. Donc une logique de fonctionnement d'échelle qui est très différente de celle que nous avions connue, avec des sortes de séquences et d'emboîtements scalaires. Nous avons là une sorte de collision permanente des échelles, ce qui fait qu'aucun phénomène ne peut être considéré comme un phénomène exclusivement global, ou qu'aucun phénomène ne peut être considéré comme un phénomène exclusivement local ou infralocal, voire infinitésimale, puisque finalement, ce que nous a montré la pandémie, Chronique de géovirale, c'est un livre dont le sous-titre c'est « Penser le monde avec le virus ». C'était donc un livre sur la pandémie et ce qu'elle nous révèle de notre monde anthropocène. Ce que nous a montré la pandémie, c'est qu'il y avait justement cette synchronicité entre toutes les échelles, de l'échelle du virus à l'échelle du monde. Voilà. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc l'anthropocène, c'est ce moment où nous réalisons ce que les spécialistes appellent donc le forçage des systèmes biophysiques en raison de l'impact des activités humaines. Une des caractéristiques de l'école urbaine de Lyon, je le dis très rapidement, mais c'est quand même important de l'entendre, même si je n'aurai pas le temps de détailler, une des caractéristiques très spécifiques de notre approche de l'anthropocène, c'est que nous mettons en avant le fait que la plupart de ces activités humaines sont des activités urbaines. Voilà. Une de nos caractéristiques, c'est que nous pensons l'anthropocène en tant qu'il est vectorisé par l'urbanisation planétaire depuis 1950. Ce qui me fait écrire, un peu par jeu, mais par aussi souci de lancer le débat, parce que je m'étais aperçu que cette question de l'urbanisation était un creux de la pensée anthropocène, que l'anthropocène serait peut-être un urbanocène. Voilà. Serait peut-être ce moment historique qui témoignerait du fait que notre histoire humaine est caractérisée par le fait qu'elle est de plus en plus une histoire urbaine, pour le dire autrement. Donc, ça n'est pas sans importance de rappeler ça, parce que ça permet de colorer l'anthropos de l'anthropocène. Et dans anthropos, anthropoi, il faut d'ailleurs, pour moi, moins entendre l'humanité en tant qu'abstraction que l'espèce humaine en tant que cette espèce est aujourd'hui caractérisée par sa capacité à installer des habitats qui sont avant tout des habitats urbains. Voilà. Donc c'est ça, nous, qui nous intéresse, c'est ça qui donne à notre travail une coloration particulière. Ce que nous faisons à Lyon est toujours marqué par cette volonté de comprendre l'apport de l'urbanisation au changement global et réciproquement l'impact du changement global sur l'urbanisation. Donc nous disons souvent que l'anthropocène, pour nous, c'est la mise en système de deux systèmes de globalisation, le changement global et l'urbanisation globale. Voilà, je suis obligé de le dire très vite, c'est peut-être un peu abstrait, mais je crois que c'est important de le dire pour comprendre peut-être aussi un certain nombre de choses que je vais pouvoir dire de façon plus allusive ensuite. Bon, il y a un impact des activités humaines urbaine sur les systèmes biophysiques planétaires à toutes les échelles en même temps. Ok, ben so what? Et alors? En quoi est-ce que ça nous intéresse, n'est-ce pas? Ben, ça nous intéresse parce que, et c'est là l'essentiel, cela nous place devant une question majeure qui est la question de l'habitabilité de la planète Terre. C'est la question de l'habitabilité de la planète Terre, puisque ce que l'on commence à comprendre de mieux en mieux, c'est que nous sommes d'ores et déjà entrés dans cette période anthropocène où nous réalisons que les impacts susmentionnés ont comme caractéristique de faire peser une menace sur l'habitabilité des espaces terrestres. Et une menace qui n'est absolument pas une menace abstraite, lointaine, qui serait de l'ordre d'une réflexion de prospective, de science-fiction quasiment. D'ailleurs, la science-fiction a depuis très longtemps interrogé cette menace, n'est-ce pas? Mais une menace qui est d'ores et déjà devant nous. Non pas devant nous de façon lointaine, mais devant nous ici même. Cette menace, nous la vivons déjà. Nous la vivons et l'observons en de nombreuses contrées où la question de l'habitabilité peut d'ores et déjà être posée. En réalité, ça fait longtemps qu'elle est posée, mais nous le découvrons petit à petit. Et cette question de l'habitabilité, c'est celle, par exemple, que commence à nous poser la multiplication des vagues de chaleur létales.
dont nous avons vu cet été quelques manifestations particulièrement gratinées. Et ça n'est vraisemblablement qu'un début. Cette multiplication des vagues de chaleur, que quelques annonces, la grande vague de chaleur de 95 à Chicago, la canicule de 2003 en Europe et en particulier en France, avait été un peu annonciatrice de quelque chose, oui, qui pourrait peut-être... Non, non, ça ne va pas peut-être advenir, ça advient. Ça advient jusqu'à voir cette année à Vancouver, en Colombie-Britannique, exposé à des températures relevées en ville, alors sur des relevés qui ne sont pas des relevés scientifiques, mais plus de 50 degrés relevés. Ça advient et ça mène les autorités municipales à ouvrir des entrepôts frigorifiques pour permettre à des homeless de se mettre au frais, autrement ils meurent dans la rue. Voilà, c'est ça la crise de l'habitabilité, hein. C'est l'insoutenabilité des conditions d'habitation. L'insoutenabilité, tout simplement. Il faut donc prendre la crise de l'habitabilité très, j'allais dire, concrètement, objectivement, frontalement. Il ne s'agit pas d'un discours, d'une spéculation, d'une interrogation sur le confort. Non, c'est une interrogation fondamentale sur le fait de savoir si un grand nombre d'espaces terrestres vont pouvoir ou non continuer à être habitables. Je ne parle pas simplement de l'habitat comme de la résidence. L'habitat, pour moi, c'est vraiment l'espace de vie d'un être humain. Habitable, dans de bonnes conditions, digne, juste, éthique, par un grand nombre d'humains, puisque de toute façon, nous savons que vers 2050, nous devrions être, sauf accident, une petite dizaine de milliards. Okay ? Donc la question de l'habitabilité, elle est posée à cette échelle-là. Et on ne peut pas la fuir ni congédier son ampleur, sauf à être comme certains milliardaires qui vont s'envoyer en l'air à 4 là, pour tourner autour de la Terre dans une sorte de séquence obscène de tourisme spatial, et qui montre d'ailleurs que certains sont tentés de résoudre la question de l'habitabilité par la création de micro-bulles de confort pour quelques-uns. Non, la question de l'habitabilité, c'est une question planétaire et elle se pose à l'échelle des 10 milliards d'humains. Donc voilà pourquoi l'Anthropocène est une vraie question fondamentale, scientifique et politique. Peut-être la seule vraie question scientifique et politique du moment. Hein, c'est comme ça que nous, en tout cas, on essaye de le prendre. Ce qui donne évidemment à notre travail un côté qu'on nous dit parfois être un côté un peu inquiétant, mais qui est en même temps un côté très stimulant. Enfin, si je puis dire, parce qu'évidemment, il y a l'idée que devant cette crise de l'habitabilité, il faut trouver des ressources pour penser et pour agir. Okay ? Donc ça, c'est ma toute petite introduction. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans la réflexion sur l'Anthropocène, mais c'est important quand même que je vous dise quelques mots là-dessus. Alors, dès le départ, pour nous, à l'École urbaine de Lyon, il nous a semblé, quand on a construit ce programme, qui est un programme temporaire, hein, qui a vocation à s'arrêter, qui est là simplement pour lancer des pistes de recherche et de réflexion, dès le départ, nous nous sommes dit, mais finalement, cet Anthropocène, il est clair qu'il y a un enjeu évidemment scientifique, mais il y a plus que ça. Il y a ce que j'appellerais un triple enjeu, un enjeu narratif, un enjeu descriptif et un enjeu monstratif ou figuratif, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler. Un enjeu descriptif peut-être, commençons par là. Il faut trouver désormais de nouveaux protocoles de description de phénomènes qui échappent aux descriptions classiques de la science, de l'art, du journalisme, de l'enquête, de la documentation. Nous sommes confrontés aujourd'hui à des réalités anthropocènes qui exigent d'inventer des protocoles descriptifs différents. À partir d'enquêtes qui elles-mêmes, Daniel, tu l'as dit, à partir d'enquêtes qui elles-mêmes sont des enquêtes profondément différentes. Moi, c'est comme ça que j'entends la proposition de Bruno Latour sur sa réflexion sur les modes d'existence. Hein. Finalement, quand on regarde bien cette proposition de Bruno Latour, c'est une proposition d'abord descriptive, dans une certaine mesure, ce qui donne des clés et des codes descriptifs d'une autre façon de choses qu'on croyait connaître et qui, en réalité, sont profondément différentes de celles qu'on pensait pouvoir décrire. Et cette question de la description, pour moi, est une question centrale, parce que je pense qu'il n'y a pas de pensée sans description.
Voilà. Et sans description, qui n'est pas forcément une description verbale d'ailleurs, hein. Il y a d'autres protocoles descriptifs que le seul texte, la seule utilisation des mots, mais il y a un enjeu descriptif. Que pouvons-nous décrire? Qu'est-ce qui est descriptible? Comment lever la charge d'indescriptible qui pèse sur nos épaules comme nous sommes confrontés à des réalités complètement déconcertantes? Voilà. Comment décrire des objets anthropocènes comme, moi je ne sais pas, les grandes salines permettant de récolter le lithium dans le désert d'Atacama? Comment décrire ça? Oui, simplement ça, comment décrire ça? C'est extrêmement difficile en fait, parce que nous sommes devant des phénomènes d'une telle ampleur, d'une telle puissance, j'allais dire presque d'une telle brutalité extractive, et qui mettent en lien tellement de choses, puisque l'Anthropocène, vous le savez, je ne vais pas le redire, juste un petit mot, l'Anthropocène, c'est la science de la complexité des liens, c'est la science de l'interrelation permanente, de l'interdépendance de tout. Dans un objet anthropocène, on ne peut jamais dire on s'arrête. Il n'y a pas de structure d'arrêt. Tout est toujours relié à tout. Donc il faut inventer aussi des modes descriptifs qui permettent de faire comprendre ces systèmes de liaison à tout. Donc comment rendre descriptibles des objets qui ne le sont pas? C'est comme ça, par exemple, que moi j'ai commencé à travailler sur la pandémie en me disant mais comment décrire ce machin? Comment décrire ce phénomène? Comment décrire cet état-là? En mars 2020, cet état d'arrêt-là, d'un monde qu'on nous présentait inarrêtable, comment le décrire? Ce n'est pas du tout une question simple, et votre colloque se situe, me semble-t-il, un peu au cœur de ce premier enjeu. Mais il y en a d'autres. L'enjeu narratif. Qu'est-ce qu'on peut raconter à partir de cela? Qu'est-ce qu'on peut raconter de façon différente de l'histoire de l'anthropisation? C'est pour ça que moi je tiens à Anthropocène et pas simplement à Capitalocène ou même Urbanocène, parce que je trouve que ce sont des mots finalement trop justes. Anthropocène, c'est intéressant parce qu'en réalité ça nous pousse à interroger anthropos, anthropoi, qui est-il? Qui sont ces anthropoi-là? Je cite ce livre incroyable de la géographe Catherine Bugelow qui a écrit ce livre qui s'appelle A Billion Black Anthropocenes or Not, hein, des milliards d'anthropocènes noirs ou aucun, où elle dit mais finalement l'enjeu de l'anthropocène, c'est une théoricienne écoféministe et décoloniale, l'enjeu de l'anthropocène c'est de faire rentrer dans la boîte anthropos ces milliards d'êtres humains qu'on n'a jamais fait rentrer dans l'histoire racontée de l'anthropisation, vous voyez, et en particulier les esclaves et les noirs, et les corps noirs. Donc là, il y a un enjeu descriptif. Qu'est-ce qu'on fait rentrer dans les histoires de l'anthropisation? Un enjeu narratif, pardon. Qu'est-ce qu'on fait rentrer dans les histoires qu'on raconte? Et comment peut-on inventer d'autres histoires à raconter pour demain? Autre que la seule histoire de la forme particulière de capitalisme qui s'est imposée depuis 1989, que j'illustre par le fameux slogan de Margaret Thatcher, hein, quand on lui disait « mais vous êtes sûr de bien avoir raison quand vous promouvez votre économie libérale ?» Elle répondait « There is no alternative ». Le fameux TINA, « There is no alternative ». Il n'y a pas d'autre histoire à raconter. Si, avec l'Anthropocène, il y a des milliers d'autres histoires à raconter. Des histoires rétrospectives, d'autres histoires de l'anthropisation, avec d'autres acteurs, d'autres humains, d'autres sensibilités, d'autres cultures. Pourquoi, par exemple, l'Anthropocène, c'est ce qui permet de redécouvrir l'apport des cosmogonies des peuples premiers, des peuples autochtones, des peuples indigènes, des peuples originaires. Qu'est-ce que c'est que cette écoute nouvelle que nous avons de ces histoires-là, si ce n'est la validation de cette idée que l'Anthropocène, c'est une entrée en matière pour écouter l'histoire aux portes d'autres légendes. Vous savez, c'était la définition par Victor Hugo de la légende des siècles, hein. Écouter l'histoire aux portes de la légende, hein. Donc voilà, écouter d'autres histoires et puis inventer d'autres histoires, puisque moi je crois qu'une voie de passage pour se frayer justement le passage dans cette crise de l'habitabilité dont je parlais tout à l'heure, c'est d'accepter la pluralité des histoires possibles, hein, d'accepter la pluralité des modes d'habitation et donc la pluralité des histoires qu'on peut raconter sur l'expérience humaine sur la Terre. Donc il y a un enjeu narratif et on pourrait y rester là aussi tout un colloque, mais évidemment,
c'est au cœur de vos préoccupations, mais je ne vais pas vous apprendre ce que vous savez mieux que moi. Donc, c'est au cœur également de vos préoccupations. Et on voit comment, d'ailleurs, cette question narrative travaille toutes les formes d'expression et de sensibilité, jusqu'à celles qui paraissaient les plus réticentes. Regardez, par exemple, dans la production littéraire contemporaine, à quel point, depuis quelques années seulement, alors que pendant longtemps, toutes ces histoires étaient plutôt cantonnées à un style particulier de littérature, par exemple la science-fiction, le fantastique, une partie de la bande dessinée, une partie du manga d'ailleurs très tôt. Là, aujourd'hui, c'est le grand roman. Et alors, signe marquant, le plus canonique du grand roman contemporain, c'est même le grand roman américain, qui commence à être travaillé de l'intérieur par cette narration. Je veux citer évidemment le roman extraordinaire de Richard Powers, qui s'appelle d'ailleurs Overstory en américain, L'Arbre-Monde en français, Overstory, prix Pulitzer l'année dernière. Powers sera à Lyon dans quelques jours pour parler de son nouveau roman, qui est aussi très anthropocène, qui s'appelle Sidération. Et Powers est un des premiers à oser se colter la question anthropocène avec la forme du grand roman américain. Forme canonique, comme vous savez. Donc là, quand je me suis dit, OK, là c'est bon, la boîte est ouverte. Si même le grand roman américain s'y met, il n'y a plus qu'à attendre que le roman de gare s'y mette et ça sera fait. Donc il y a un enjeu narratif qui est très fort, mais il y a aussi un enjeu narratif qui est un enjeu pour les sciences. Puisque contrairement à ce que certains scientifiques positivistes croient, les sciences racontent des histoires. Et les scientifiques n'arrêtent pas de raconter des histoires. Donc il y a aussi un enjeu narratif pour les sciences. Alors là, je peux vous le dire, pour avoir la responsabilité d'un programme très expérimental, je peux vous dire que ce n'est pas gagné. Parce que la science positive, elle a encore de beaux restes. Et elle oppose encore à cette volonté d'ouvrir les types d'histoires scientifiques qu'on raconte, elle oppose encore beaucoup de résistance. Et je ne suis pas sûr d'avoir le dernier mot. Je suis même à peu près sûr du contraire. Mais néanmoins, je pense que c'est aussi un point très important que d'insister là-dessus. Et puis, il y a un enjeu, et c'est là-dessus que je vais commencer ensuite à vous montrer des images, puisque je parle d'images, donc il va bien falloir que j'en montre. Il y a un enjeu que j'appellerais monstratif, ou figuratif, ou visuel, je ne sais pas comment l'appeler exactement, mais vous voyez bien ce qu'il y a derrière. La troisième question, que décrire, que raconter, mais que montrer? Que figurer? Que montrer? Comment faire bonne figure avec la question anthropocène? Il y a des gens ici qui ont en plus travaillé les trois en même temps. Donc, cher Mathieu, tu pourras en dire pas mal. Mais que montrer? Alors on pourrait dire aussi d'ailleurs qu'écouter. J'aurais pu parler d'un quatrième enjeu qui est l'enjeu sonore, c'est-à-dire qu'écouter du monde anthropocène. Parce qu'il y a aussi un très gros travail aujourd'hui sur le son anthropocène et sur la mise en son et sur l'écoute du monde anthropocène. Mais que montrer est évidemment une question très très importante et qui moi m'intéresse depuis toujours parce que j'ai commencé mon travail de chercheur en géographe dans les années 80 maintenant, à travailler sur les images urbaines et sur le lien entre les images et les actions de politique territoriale. Donc j'ai toujours eu un faible pour les questions de visuel, notamment de visuel urbain, parce que c'est évidemment un monde tout à fait fascinant. Et je n'ai jamais arrêté de travailler avec les images. Donc je me suis dit, pour ce matin, allez, je vais me faire plaisir, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc plutôt que d'avoir une communication très théorique, je vais montrer quelques images. Des images que j'ai choisies, vous allez voir, complètement de façon... comment dire, délié de la volonté de faire système. J'ai pris comme ça un peu des images au débeauté, mais des images qui, moi, me paraissent importantes pour essayer de comprendre cet enjeu de monstration dans le cadre de la volonté de réfléchir à l'anthropocène, évidemment. Vous allez voir que ces images sont très différentes, mais je crois qu'elles nous permettent de saisir quelques-uns de ces enjeux de monstration, et je me suis dit que, compte tenu des communications que vous alliez avoir ensuite, c'était peut-être pas mal de vous montrer des images qui sont des images ordinaires, qui ne sont pas des images artistiques, sauf une qui s'est inscrite subrepticement dans la série, enfin un peu plus d'une d'ailleurs, vous saurez les reconnaître.
mais des images qui pour moi font sens. Il y en aurait bien d'autres, c'est pas du tout exhaustif, il y en a que j'ai laissé délibérément de côté parce que je n'avais pas le temps, mais il y en a quelques-unes qui sont pour moi des images fétiches. Bon, bah oui, celle-ci évidemment, hein. Enfin, plus exactement, ces deux-là, ensemble. Bon, ceux qui me connaissent vont pouvoir dormir parce que là, ils savent qu'après, à chaque communication, j'en parle. Donc, je vais les redire. Pour moi, c'est des images décisives dans mon travail et dans ma prise de conscience de la réalité anthropocène. Mais c'est des images que je rencontre grâce à un grand géographe mort aujourd'hui qui s'appelle Denis Cosgrove, qui était à l'époque professeur à Londres, que je rencontre à Londres en 1994 dans le cadre d'un colloque et qui nous présente justement ces images. Il était à l'époque en train d'écrire un livre sur les représentations géographiques de la Terre et il dit ces deux images sont les images les plus importantes de la culture visuelle de l'Occident. Donc Earthrise, le 24 décembre 68, le lever de terre pris à partir de la Lune, Hasselblad, argentique, William Anders, une image qui est considérée comme une des images les plus importantes de toute l'histoire de la photographie, une image qui a un succès immédiatement mondial et qui est l'image du grand décentrement. C'est une image très importante dans la prise de conscience de la réalité de la petitesse de ce que l'on appelle en américain « the home planet », hein, le logis planétaire, qui finalement, à quelques encablures, paraît rien de plus qu'une sorte de petit satellite qui monte de façon contingente à l'horizon visuel de l'observateur. Et puis évidemment cette image-ci, qui est un peu plus tardive, l'image de la Terre prise de l'espace par Apollo 17, donc qui va tout de suite être intitulée Blue Marble, hein, qui est, vous le savez sans doute, la seule image argentique que nous ayons de l'entièreté de la Terre. Hasselblad aussi, il y a une série prise au débeauté, ce n'était pas du tout prévu, hein, c'est comme la précédente, c'est vraiment des clichés qui sont pris, si je puis dire, dans une sorte d'excitation d'un bon moment, d'un bon kairos photographique. Une image qui est devenue canonique, là aussi, de beaucoup de choses, et qui pour moi est une image importante. Je vais y revenir très vite. Une image importante parce que c'est une image séminale au sens, c'est à partir d'elle qu'on peut partir pour comprendre l'Anthropocène, en fait. C'est pour moi la première image anthropocène, peut-être. Encore plus que celle-ci. Si on me demandait quelle est pour toi la première image anthropocène, j'aurais tendance à dire celle-ci. C'est elle qui lance pour moi une nouvelle culture visuelle permettant de penser la Terre différemment. Parce que l'Anthropocène, c'est une pensée de la Terre, évidemment, hein. C'est un moment ou un autre une pensée de la Terre, mais d'une pensée de la Terre peut-être plus complexe que certains le disent. Alors c'est amusant, hein, parce que cette image, en fait, c'est celle-ci au départ, hein. C'est pas... Donc en réalité... elle est inversée, vous voyez, le pôle sud est en haut, là ils l'ont remis en bas, et elle est dans un coin, donc là on l'a recentrée. Donc en fait cette image est déjà totalement fabriquée, n'est-ce pas Simone, hein? C'est pas du tout une image spontanée, en fait c'est une image qui en elle-même se relie à une iconographie, à une culture visuelle, et ça c'est Cosgrove qui le premier vraiment l'a compris, hein, se relie à une culture de la visualisation de la planète. Il a fallu que cette image fasse une belle icône. Donc il a fallu la retravailler et déjà la remettre dans un point de vue relativement occidentalo-centré, puisque centré sur l'hémisphère nord, même si, il faut le noter, le centre est l'Afrique. Ce qui est déjà extrêmement intéressant. C'est peut-être pas voulu d'ailleurs, mais c'est extrêmement intéressant. C'est pas l'Europe, c'est pas l'Atlantique Nord. Là, c'est quand même l'Afrique, mais au début, vous voyez bien que ce qu'on voyait, c'était plutôt le pôle sud. D'ailleurs, c'est la seule image argentique sur laquelle on voit l'intégralité du pôle aussi, hein. C'était donc une image très importante également scientifiquement. Donc cette image-là, elle est importante parce que là, on découvre en fait ce qui est la base de la réflexion anthropocène. J'ai l'habitude de dire, j'avais travaillé ça donc dans un livre qui s'appelait L'avènement du monde, où je partais de ces deux images-là. Je disais, mais en fait, dans cette image, on voit trois choses. On voit la planète,
un objet stellaire, une planète, parmi un nombre infini d'autres planètes, pas particulièrement grandes, pas particulièrement spectaculaires, minuscules dans l'étendue d'un univers en expansion infinie, rien du tout. Cette planète, comme dirait Dikresh Chakrabarty, elle est indifférente à l'être humain. La planète, l'être humain, elle s'en fout. D'abord, elle n'a pas d'intention, donc c'est très intéressant ce concept d'indifférence à l'humain de la planète. Hein. Elle est indifférente à l'être humain. Elle a existé avant, elle existera après. De toute façon, dans 5 milliards d'années, elle disparaîtra. Le Soleil sera devenu une naine noire, donc il va absorber tout ça. Donc il y a une indifférence totale à l'être humain qui est une forme vivante radicalement contingente. Très tardivement arrivée, minuscule en termes de quantité de vivants que ça représente. Notre espèce n'est rien pour la planète. La disparition de l'être humain lui ferait ni chaud ni froid. Elle aurait peut-être un peu moins chaud, mais ce serait vraiment pas grand-chose, n'est-ce pas? C'est important de comprendre cette indifférence-là à la planète. Parce que cette image nous montre aussi autre chose. Elle nous montre que cette planète, ce n'est pas n'importe laquelle pour nous qui la voyons. C'est-à-dire cette indifférence-là, cette indifférenciation de cette planète, nous regimbons devant. Nous disons non, c'est pas possible, c'est pas n'importe quelle planète, c'est la Terre, c'est la nôtre. Donc cette image, elle montre une autre réalité enchâssée dans la première, c'est la réalité de la Terre, en tant qu'espace habité, planète habitée par l'homme. Donc la réalité de la Terre, elle naît de la capacité déjà de la prendre en considération à partir de cette visualisation-là. Nous prenons conscience de la Terre comme logis planétaire, comme notre logis planétaire. Donc cette prise de conscience, elle a été finalement très tardive dans l'histoire de l'humain et cette photo la précipite. Mais dans cette photo, vous voyez aussi une troisième chose, une troisième réalité, c'est l'état historique de la Terre qui permet à cette photographie d'être prise. C'est donc ce que j'appelle moi le monde. Hein. Le monde, pour moi, c'est l'état contemporain de la Terre habitée. Un état contemporain très étrange, puisque pendant longtemps, la Terre habitée était plus petite que la planète. La Terre habitée, c'est ce que les géographes appellent l'écoumène, dans lequel vous entendez oikos. Oikos, logis, foyer, maisonnée, qu'on retrouve dans écologie, mais aussi dans économie. Donc pendant longtemps, l'écoumène terrestre a été plus petit que la planète. N'est-ce pas? Si j'avais fait cette conférence au XIIe siècle, par exemple, on aurait montré que l'écoumène terrestre était plus petit que la planète. Oui, mais aujourd'hui, et la photo nous le montre, l'écoumène terrestre, le monde, est plus grand que la planète. Puisque déjà, on peut prendre la planète de l'extérieur à partir d'une bulle habitée. Donc nous avons un rapport qui est complètement différent. Et là, la première à l'avoir saisi, la première scientifique ou penseur à l'avoir saisi, c'est Hannah Arendt, dans la préface de la condition de l'homme moderne, dans l'ouverture de la condition de l'homme moderne, quand elle analyse le caractère révolutionnaire et bouleversant de l'envoyé du Spoutnik dans l'espace en 1956. Donc nous avons là une image qui est incroyable quand on y réfléchit bien, puisque nous voyons enchâsser trois réalités: la planète, la Terre en tant qu'œcumène, le monde en tant qu'état contemporain de cette Terre, qui nous place dans une position de relation à la planète qui est complètement insensée et nouvelle, et qui nous fera petit à petit prendre conscience de quelque chose. Là, je vais être obligé d'aller très vite, pardon, parce que j'ai déjà évidemment pris trop de temps et j'ai encore beaucoup d'images à vous montrer. C'est que si la planète est indifférente à l'espèce humaine, l'entrée dans le monde urbanisé anthropocène, c'est ce moment où nous découvrons que la symétrique n'est pas vraie, la réciproque n'est pas vraie, ne peut plus être vraie. Si la planète est indifférente à l'humain, l'humain ne peut pas être indifférent à la planète. Et cette asymétrie-là, c'est l'asymétrie anthropocène. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, oui, la planète peut se contrefoutre de nous, se contreficher de nous, si je voulais parler plus correctement, peut n'avoir cure de nous, si je voulais parler vraiment encore de mieux en mieux, mais la réciproque n'est plus vraie. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas être indifférents, non seulement à la Terre, mais à la planète en tant que système biophysique. Vous entendez ce que je dis, hein? Je dis planète.
Parce que l'indifférence à la Terre comme système biophysique nous mène à quoi? Nous mène à la crise de l'habitabilité généralisée dont je parlais tout à l'heure. C'est notre indifférence au système biophysique, et je ne parle plus d'environnement hein, personnellement, c'est notre indifférence au système biophysique qui nous traverse, qui nous mène là où nous sommes. Donc qu'est-ce que c'est que la grande découverte anthropocène? Qu'on le dise comme on voudra, la grande découverte anthropocène, à partir de la réflexion sur l'habitation humaine de l'écoumène, la grande découverte de l'anthropocène, c'est la nécessité de porter attention et de prendre soin de la planète en tant que planète. Et bien ça, politiquement, ça a des conséquences, et scientifiquement, ça a des conséquences très très lourdes. Et pour moi, ces images-là, elles nous disent cela. Hop, alors celle-ci, je l'adore. Celle-ci, elle est formidable. C'était une manière pour moi de vous dire, parmi toute l'iconographie du monde contemporain, anthropocène, qu'il faudrait étudier et que les artistes prennent en charge, il y aurait toute l'iconographie de la réclame, de la publicité, de la communication territoriale, de la communication politique. Il y a aussi des gens qui travaillent beaucoup là-dessus. Et moi, j'ai commencé, je vous ai dit, à m'intéresser aux images urbaines et donc à travailler beaucoup sur la communication territoriale. J'aurais pu vous passer plein de publicités pour les métropoles mondiales flamboyantes, les buildings ahurissants, les métropoles attractives pour les classes créatives. J'aurais pu vous en passer plein pour vous montrer que nous avons une sorte d'étalonnage visuel de ces 30 dernières années d'urbanisation intense qui passe par la communication et qui passe par la réclame et la publicité. Mais j'ai préféré celle-ci, un peu décalée, parce qu'elle est géniale, celle-ci, pour comprendre les enjeux narratifs, descriptifs et monstratifs dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une publicité qui paraît en 1962, Life Magazine, Humble, la mal nommée entreprise Humble, puisque ça va devenir ensuite Exxon, et donc les compagnies pétrolières nous ont habitués à tout sauf à être humbles, n'est-ce pas? Et donc Humble qui fait cette publicité pour dire que chaque jour, Humble produit assez d'énergie pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers de l'Alaska. Pour essayer d'illustrer, de raconter l'histoire de la puissance technologique holocène, de la puissance technologique du monde thermo-industriel, de la puissance technologique de ces grandes entreprises, pour raconter ça, qu'est-ce qu'on prend comme image, qu'est-ce qu'on décrit et qu'est-ce qu'on raconte comme histoire? On raconte la possibilité de faire fondre ce qui paraît infondable, la glace de l'Alaska. Eh bien, l'Anthropocène, c'est ce moment où cette publicité amusante devient descriptive de notre état. Vous voyez le caractère insensé de cette image, c'est que oui, tous les jours, les compagnies pétrolières produisent suffisamment d'énergie pour littéralement faire fondre des millions de tonnes de glace. On est passé de la publicité à la description. C'est insensé. C'est-à-dire là, vous avez la trajectoire anthropocène résumée en une image. On ne peut plus prendre cela avec un sourire en disant « Oh bah ouais, ils sont forts les publicitaires ». Non, ils ont annoncé ce qui se passe, sans le savoir. Et là où vous aviez là une affirmation de puissance, avec cet air de ravi de la crèche qu'ont tous les tenants du monde technologique et les thermo-industriels quand ils montrent leur puissance industrielle, eh bien l'affirmation de puissance se retourne et devient un diagnostic inquiet de la menace sur l'habitabilité dont nous parlions tout à l'heure. Cette image est absolument terrible quand on y pense bien. Et pour moi, elle fait partie de ces images que j'aime à travailler pour essayer de montrer aussi ce qu'elles nous disent. Alors, il y aurait plein d'autres images parce que évidemment, j'aurais pu, mais Daniel me dit qu'il me reste 5 minutes, j'aurais pu beaucoup parler aussi d'une autre catégorie d'images qui apparaît dans les années 1960-1970. En fait, tout ce dont je vous parle, ce sont des iconographies qui naissent dans les années 60-70. C'est pas étonnant. Pour moi, l'Anthropocène
comme urbanocène s'enclenche dans les années 50, 60, 70. Ces années 60, 70, au plan des cultures descriptives, narratives et figuratives de ce qui n'était pas encore appelé l'Anthropocène, sont absolument incroyables. C'est là où tout commence à apparaître en quelque sorte, une sorte d'épiphanie, pas tout à fait heureuse, mais qui commence à saturer un peu le regard, en tout cas de ceux qui sont capables d'observer ces choses-là. Donc on commence à voir apparaître les images de destruction, les images d'atteinte environnementale, les images de ce que certains appelleront ensuite des écocides. D'ailleurs, songez bien qu'un écocide, c'est très difficile à figurer. J'ai cherché pour cette communication, grâce à un moteur de recherche dont je tairai le nom, écocide, c'est très difficile à figurer. Quand il y a eu, par exemple, dans la presse française, toute une réflexion sur la notion d'écocide, je me suis aperçu que les images utilisées, en réalité, étaient très médiocres, ne renvoyaient pas à un écocide. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que montrer la destruction totale d'un environnement biophysique? Comment le montrer? C'est très difficile de le montrer. Là, j'ai pris une marée noire en Bretagne parce que c'est un peu séminal. Nous pourrions analyser l'importance des images de marée noire, qui sont vraiment des phénomènes tout à fait fondamentaux. Mais on pourrait beaucoup travailler autour de toutes les images de déchets, toute la production de déchets. Alors ici, attention, introduction d'une petite image d'artiste, subrepticement. C'est Lara Almarsegui qui travaille des installations de déchets de construction. Là, c'était au pavillon allemand de la Biennale de Venise 2013. Donc, il y a évidemment quelque chose de très intéressant dans la façon, là ce sont d'autres types de déchets à Kinshasa, mais on voit se multiplier depuis une quarantaine d'années ces images de déchets. Et ça m'interroge beaucoup, moi, cette multiplication des images de déchets, mais qui dit vraiment quelque chose de notre contemporanéité, parce que notre monde anthropocène, c'est un monde de déchets. C'est un monde où le déchet, le détritus, le rebut, le gravat, toute une série de choses que nous ne voulons pas trop voir, et bien finalement nous le voyons de plus en plus parce que c'est partout, et de ce point de vue-là, c'est pas un hasard si les artistes se saisissent de ça, avec des installations qui sont finalement des installations qui sont visuellement très proches de ce que l'on peut voir simplement en allant voir une décharge. Là, j'ai pris ça en plus dans un site d'une entreprise qui propose à des industriels du bâtiment de prendre en charge les déchets dont ils ne savent que faire. Donc en fait, là, c'est une réclame. Oui, bon, allez, c'est comme ça. Après, on peut rester 1 heure sur chaque image, mais je vous ai dit qu'on faisait juste un petit parcours. Voilà, ces images de déchets, pour moi, sont un peu peut-être les images écocidaires, dans une certaine mesure, emblématiques. J'ai été frappé de voir, dès qu'on parle d'écocide, souvent, ce sont des images de décharge qui apparaissent. Comme si finalement c'était la chose la plus simple à représenter. Et puis il y a d'autres images dont nous pourrions parler. Là, regardez les graphiques utilisés par Will Stephen et les autres pour parler de la grande accélération anthropocène des années 50. Ces graphiques qui sont tous composés de la même manière et où on voit qu'à partir de 1950, tout décroche, les courbes décrochent, toutes les croissances arithmétiques deviennent des croissances géométriques. On passe à des rythmes exponentiels de croissance, c'est-à-dire tout explose. Un scientifique sait que quand une série statistique connaît une pente arithmétique et puis hop, une pente géométrique, il sait qu'il y a une rupture d'état. On change de monde, on change de référence. C'est même plus une question d'échelle, puisque vous savez qu'entre l'arithmétique et la géométrique, c'est pas un peu plus, c'est infiniment plus. Donc on change complètement d'échelle, et je voulais vous parler de ça parce que j'aurais aimé qu'on puisse discuter longuement, et je pense qu'en art aussi c'est quelque chose d'important, mais là des gens sont beaucoup plus savants que moi sur cette question, de ces nouveaux visuels qui prolifèrent aujourd'hui, les courbes, les cartes, les courbes scientifiques, les courbes de flux, les courbes prospectives, tous les schémas, diagrammes, visuels scientifiques qui, à travers les rapports du GIEC, les ONG, les débats publics, certaines formes de création artistique commencent à devenir en quelque sorte un élément clé de la visualité contemporaine autour des questions anthropocènes. Que faire de ça dans le débat public ? Alors, l'autre jour, j'étais dans un débat et la personne dans le débat utilisait ça, par exemple, utilisait cette très célèbre courbe sur la concentration de CO2. Et je me suis dit, mais
Comment c'est reçu? Ça dit quoi? Ça montre quoi? Que faire de ça? Et je voulais juste donc faire une petite entrée sur ce type d'image qui me paraît très important dans le moment anthropocène contemporain si l'on réfléchit à des cultures visuelles de l'anthropocène. Allez, je me presse. Bon, évidemment, hein. Le monde anthropocène urbanisé, c'est un monde qui va souvent se présenter à travers l'iconographie de la catastrophe. C'est un monde qui est marqué par ce que j'appelais dans l'avènement du monde le moment catastrophique de l'urbain. Hein, j'ai recensé comme ça, depuis Tchernobyl, les grandes catastrophes urbaines médiatisées, mais on ne peut pas le faire, c'est infernal. Il y en a tout le temps. Donc j'ai commencé, en fait, pour tout vous dire, moi je suis arrivé à l'Anthropocène par la question de la catastrophe urbaine. Donc pour moi, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Et cette catastrophe-là, que j'ai vécue presque en direct à New York, était pour moi évidente parce que, indépendamment de son origine, qui est évidemment pas une origine biophysique, mais qui est une origine totalement liée au fonctionnement du monde urbanisé contemporain, et c'est là où on voit que la question de la catastrophe nous permet de découvrir aussi une dimension anthropocène qui n'est pas simplement réductible à l'effet du changement global sur nos sociétés. Cette image-là, c'est l'image séminale des catastrophes contemporaines. C'est l'illustration de la catastrophe par excellence. Et elle ouvre une série iconographique proliférante. Alors, elle ouvre ou elle réalise? La Tour infernale, 1977. Voilà, ça c'est tiré du film de 77. Paul Newman, Steve McQueen. La Tour infernale, le feu prend dans le plus grand immeuble du monde. C'est troublant, non? Et là, vous avez des effets de bouclage entre des images, comme tu le disais tout à l'heure, des images qui sont des images, des effets. Il est difficile de faire la séparation entre des images qui sont des images documentaires, d'archives, et des images de fiction, qui l'une et l'autre, finalement, finissent par épouser les traits de l'une et l'autre. Là, c'est la fiction qui a précédé la réalité. Mais là, par exemple, Mélancolia de Lars von Trier, c'est un film qui reprend en lui toute une série d'iconographies et d'images sur la catastrophe, mais qui en crée également de nouvelles. Avec cette collision inaugurale hein, dans le film, ceux d'entre vous qui ont le film se souviennent, et puis cette fin hein, de cette terre qui disparaît. Donc nous avons là vraiment tout un imaginaire, une visualisation de la catastrophe qui va de la catastrophe ponctuelle, mais qui est une catastrophe globale. Voilà, je prends celle-ci parce que ce n'est pas une catastrophe locale, hein, c'est une catastrophe totalement globale et qui a des effets globaux encore aujourd'hui. Ok, on en sait quelque chose, non? Les effets globaux de cela durent encore. Donc, à des images qui sont évidemment des images complètement différentes et des images tout à fait étonnantes. Et puis, et je termine là-dessus, j'aurais bien aimé que nous ayons le temps pour parler d'autres types d'images anthropocènes dont je trouve, nous scientifiques, nous ne prenons pas assez la mesure, dont nous ne travaillons pas assez l'importance, parce que ce sont des images triviales un peu, que nous considérons parfois avec un peu de condescendance. Mais il se trouve que les géographes, à travers leurs réflexions sur le numérique, sont très 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 attachés à comprendre toute la prolifération d'iconographies géographiques, numériques, nouvelles, permises notamment par la généralisation de la portabilité des appareils photos, de la numérisation, mais aussi permise par la généralisation de l'utilisation de ces photos sur les réseaux sociaux. Et j'ai voulu terminer par une image de selfie. Alors bon, là, j'ai juste tapé selfie Venise. Alors, on m'a sorti Venice et Venise, hein, juste pour avoir un... Mais j'aurais pu faire ça pour n'importe quoi. Le selfie est devenu aujourd'hui un motif iconographique du monde contemporain, tel qu'il est vécu par les plus grands mobiles du temps que sont les touristes. 1,4 milliard de touristes internationaux en 2019 avant la pandémie. Plus de 3 milliards de terriens sont touristes si on y ajoute chaque année, si on ajoute les touristes nationaux, vraisemblablement même plus proche de 4 milliards. C'est-à-dire au moins un terrien sur deux est touriste une fois dans l'année.
Et même lorsque nous ne touristons pas, nous avons importé dans nos vies au quotidien des habitudes de notre pratique d'Homo touristicus. Le tourisme est devenu aujourd'hui un marqueur du monde contemporain, anthropocène. C'est à la fois un vecteur de l'accentuation d'un certain nombre de problèmes liés au changement global, et c'est aussi quelque chose qui réagit au changement global, et c'est aussi une expérience du monde qui produit une iconicité tout à fait particulière. Et qui produit une iconicité tout à fait particulière qui renvoie à cette question très étrange du rapport au lieu, qui pour moi est une question centrale dans l'Anthropocène, parce que je fais l'hypothèse dans Hyperlieu, justement, le livre de 2017, qu'un des problèmes de la globalisation, c'est qu'elle est extrêmement abstraite et que nous avons besoin de la médiation des lieux pour comprendre un certain nombre de phénomènes qui sont en train de se passer à l'échelle globale. Et donc j'étudie beaucoup depuis ce temps-là les selfies en tant qu'ils sont des marqueurs de cette relation au lieu. Et je me pose une question toute simple, mais que produisent ces images? Alors on pourrait me dire rien. Moi je fais des sciences sociales, donc aucun phénomène social massif ne produit rien. Ça n'est pas vrai. Dire que ces images ne disent rien du monde et ne produisent rien, c'est tout simplement avoir une idée, une observation condescendante de la réalité sociale. C'est avoir un jugement moral sur une pratique culturelle. Donc ces images, elles disent quelque chose de notre contemporanéité, que ça nous plaise ou non. Et notre contemporanéité, c'est notre contemporanéité anthropocène. Elles nous disent quelque chose aussi peut-être de la difficulté qu'il va y avoir à inventer d'autres manières de cohabiter le monde. Mais si l'on est positif, elles nous disent peut-être aussi autre chose. Elles nous disent que si l'on était capable de le faire, peut-être que chaque individu pourrait aussi devenir un pourvoyeur d'histoires différentes sur nos manières d'habiter le monde. Donc elles nous disent aussi la possibilité peut-être de s'appuyer sur chaque anthropos ou chaque anthropoi pour essayer de construire une autre manière de cohabiter le monde. Donc ce sont des images équivoques, c'est pour ça qu'elles m'intéressent. Elles sont équivoques, elles sont troublantes, elles sont dérangeantes, elles sont inquiétantes, elles ne nous laissent pas tranquilles. En tout cas, moi, elles ne me laissent pas tranquille dans ce qu'elles nous disent de notre relation au monde, aujourd'hui, en cette période anthropocène. Et je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais je n'ai pas le droit d'en dire beaucoup plus, mais de toute façon, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus. Et je voulais justement au moins terminer, vous voyez, un parcours non exhaustif et complètement arbitraire dans ces quelques images, par ces images troublantes, peut-être pour que certains d'entre vous puissent ensuite les réinterroger dans le courant de ces 2 jours et demi. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Michel. Pardon de t'avoir pressé.